Ok, bon bah deuxième vidéo avec Loïc, hein. On est toujours de retour en Colombie à Medellín, ensemble pour vous faire une nouvelle vidéo un peu typée entraînement. Là on revient de l'entraînement. On a été s'entraîner cet après-midi ensemble, du coup on a fait le dos et puis on a eu pas mal de questions sur la première vidéo, on va les traiter aujourd'hui. Donc voilà, ça va toi? Pleine forme, pleine forme. Je suis un peu épuisé, je ne vais pas vous mentir, après cette session d'eau là qu'on a envoyée, qui était plutôt épuisante, mais on va faire en sorte d'être intéressant, concis et puis de vous amener un maximum, on va dire, de réponses justement sur la thématique aujourd'hui qui va être principalement axée sur l'entraînement. Il y a de fortes chances qu'on dérive un petit peu parce qu'on n'est pas forcément toujours très cadré. Mais on va faire notre maximum pour que vous ayez de l'intérêt et surtout que cette vidéo vous apporte du contenu de qualité pour vous permettre de pouvoir intégrer ce qu'on va vous donner tout simplement dans vos entraînements, dans votre mode de vie et puis vous développer et puis devenir des machines de muscles avec des abdos saillants pour l'été prochain. Yes, trop bien. Ok, alors on va traiter une première question déjà, une question pour toi, allez. Combien de séries par groupe musculaire pour une personne qui est un peu avancée à l'entraînement? Tu te conseillerais quoi toi? Premièrement, ce que j'ai envie de dire déjà, ça va être un petit peu d'évaluer ce qui signifie avancé et pas avancé. Moi, ce que j'ai envie de dire sur une personne avancée, ce qui pour moi est la définition de ma définition d'avancé, c'est une personne qui va avoir une capacité à pouvoir encaisser un certain volume d'entraînement. Et donc, du coup, il s'est entraîné de manière intensive pendant plusieurs années. Et je dirais qu'on va dire un bon entraînement avec une diète et tout le mode de vie qui va avec depuis environ 5 ans, pour moi, ça peut être une personne qui commence à être avancée. Et je dirais que ce qui serait intéressant, on pourrait monter autour des 20 répétitions par groupe musculaire. C'est-à-dire que, imaginons que le lundi, je ne sais pas, on fait le dos comme on a fait aujourd'hui, et tu vas faire 3 exercices de 3 exercices de 3 séries. Ça va te faire 9. Et puis le vendredi, tu fais un exercice de 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ça te fait 20 répétitions. Excuse-moi, 20 séries sur ta semaine. Et ça, 20 séries, on va dire que pour quelqu'un d'avancé, ça peut commencer à être intéressant. Il y a des personnes qui vont pouvoir monter un peu plus haute. Il y a des personnes qui vont pouvoir, à 20, elles n'ont pas cette capacité de récupération, mais ça va justement dépendre en fait du travail qu'on va avoir, du stress qu'on a dans la vie. C'est pas forcément d'être avancé ou pas avancé qui va faire qu'on peut progresser à 20 ou pas. Si on va prendre des anabolisants ou pas, si on a une alimentation qui correspond à nos besoins. Et en fait, c'est là où on va pouvoir jauger en fonction en fait, de tout plein de facteurs différents. Mais ce qui est intéressant, en fait, je veux dire, pour savoir ce qui nous correspond, c'est de se dire, ok, je teste à peut-être 10 séries. Est-ce que je me développe? Oui, non. Si je ne me développe pas, on essaie un petit peu plus. Et on essaye un petit peu plus après. Mais on commence bas et on augmente. Et après, on essaie de voir si on a la même capacité. C'est-à-dire que si un jour, tu fais par exemple 100 kg, 10 répétitions au développé couché, et que la série d'après, enfin le jour d'après, tu réentraînes et tu fais le même exercice, tu perds en force et tu perds de plus en plus, c'est que là, tu t'entraînes trop. Donc il faut réduire un petit peu le volume. Mais si à l'inverse, tu vois que tu es en train de performer sur les performances, c'est que tu es sur quelque chose de positif. Donc ça peut être un peu les facteurs à prendre en compte. Ok. Je ne sais pas toi ce que tu en penses à ce niveau-là. Ouais, après ça dépend de où tu en es dans ton entraînement, c'est ce que tu disais. Si tu es débutant, moi je taperais plus dans du 10, 12 séries par groupe musculaire. Après plus tu avances, forcément tu vas aller taper un peu plus haut, donc dans du 20, 20, 25, peut-être même 30 si tu es vraiment… tu arrives à encaisser justement et puis que tu as une bonne récupération. Après, quand tu es débutant, je pense que pour avoir une stimulation musculaire que tu n'as jamais été à la salle avant, forcément, tu n'as pas besoin de beaucoup de travail sur un muscle pour commencer à progresser. Tu vois, tu vas pouvoir aller, mettons, 3 fois à la salle par semaine en faisant un full body. Tu auras tes 10 séries par groupe musculaire sur tes 3 séances. Ouais. Et après, petit à petit, tu vas commencer à implémenter peut-être une séance en plus, passer sur un upper-lower ou peut-être passer sur un push-pull-leg en 5 jours, tu vois. Et forcément, tu montes. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant, moi je trouve, de pas… par exemple, un full body, pour moi, c'est pas intéressant de faire un full body quand tu es avancé, tu vois. Moi, je passerais plus à taper vraiment les muscles quand tu vas à la salle une fois et lui laisser de la récupération, tu vois. Donc voilà, après…
Si tu fais un full body, forcément, quand tu vas t'entraîner 5 fois par semaine à la salle, bah, tu vas taper 5 fois sur chaque muscle chaque jour. Ça peut être compliqué d'être vraiment performant sur ce muscle-là à chaque fois. Donc, si tu veux pousser ta performance et avoir une évolution, je pense que c'est plus intéressant de justement taper 2 fois chaque groupe musculaire par semaine. Et c'est pour ça que l'étagement de l'entraînement, il peut être important. Et suivant si tu es débutant ou avancé, ça va changer ta structure d'entraînement en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, il y a une petite nuance que je mettrais sur le point de vue que j'ai sur le full body. On va dire l'axe que j'ai, c'est vrai que le full body, je le trouve intéressant. Ce que tu dis sur la fréquence et sur la capacité de récupération est super intéressante. C'est vrai qu'avec un full body, quand on est avancé, qu'on s'entraîne 5, 6, 7 fois par semaine, en fait, si on est sur un full body, on va entraîner quasiment tous les jours le groupe musculaire. Mais je pense qu'un full body est possible de faire en avancée, il peut même être très intéressant si la structure d'entraînement est bien faite. Si on fait un full body avec une intensité de malade tous les jours sur tous les muscles, clairement, comme tu dis, on n'aura pas la capacité de récupération, probablement. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça peut être intéressant de faire un full body de manière intelligente, de mettre des fois un groupe musculaire à commencer avec peut-être un peu plus de volume, le lendemain un petit peu moins de volume sur ce groupe musculaire et justement jauger là-dessus pour ne pas avoir ce surentraînement. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis peut-être de varier aussi les exercices beaucoup plus souvent que si tu faisais un push-pull leg ou un split. Exact. Ok, cool. On va traiter une autre question du coup. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ? Du coup, comment gérer sa récupération quand, par exemple, on a un travail, tu vois, ou que, je sais pas, tu vois, tu prends des personnes qui vont au boulot, donc comme moi, par exemple, avant, tu vois, j'allais au boulot et le soir, je rentrais, j'avais un boulot physique en plus, tu vois, j'étais menuisier. Yes. Tu rentres du boulot, tu vas à la salle, t'es cassé en deux. En plus de ça, tu remets sur les muscles. Comment tu gérerais ta récupération pour quelqu'un qui peut-être a un boulot physique ou prenant mentalement et qui fait qu'en fait, déjà, tu rentres chez toi, tu n'as plus envie, quoi. Tu as juste envie de mettre tes pieds sous la table et basta, quoi, tu vois. Peut-être donne-nous ton point de vue, vu que toi, tu l'as vécu. Moi, je l'ai fait pendant plusieurs années, mais je pense que c'est plutôt… comment dire ? Moi, je pense que c'est beaucoup dans la tête parce que la fatigue, on la ressent, mais en fait… moi, je fais la différence entre la fatigue mentale et la fatigue physique, tu vois. Ouais. Il y a différentes choses, tu vois. Quand tu es fatigué mentalement, tu peux te dire, ok, j'ai un boulot un peu merdique, tu sors de ton boulot, tu es là, putain, t'en peux plus. Mais en fait, c'est pas de la fatigue physique, tu vois. C'est de la fatigue mentale. Et en fait, quand tu vas à l'entraînement, tu vas commencer à débarquer dans ton entraînement, la première série, elle va être horrible, tu vois. Ça va être hyper dur. Mais après, quand tu commences à te mettre de la musique, tu te motives et tout, et là, tu comprends qu'en fait, c'est pas ton corps qui est fatigué, c'est juste ton mental, tu vois. Tu arrives à te mettre dans un rythme. Après, quand tu fais des métiers physiques comme, tu vois, je te parlais de menuisier ou charpentier, des gars qui font un peu du chantier et tout, ou d'autres métiers qui peuvent être physiques, c'est un peu plus dur, tu vois, tu vas ressentir une fatigue qui va un peu s'accumuler, tu vois, dans la semaine. Et c'est ça qui peut être plus dur à gérer. Après, moi, je n'ai jamais eu ce problème-là. C'est-à-dire que la nuit, je passais des nuits hyper récupératrices. Après, je pense que ça peut être plus compliqué, comme on parlait l'autre jour, par rapport aux enfants, ceux qui ont une vie de famille à gérer, où là, tu as un emploi du temps qui est plus compliqué. Et caser tes entraînements là-dedans, plus la fatigue accumulée du boulot, ça fait beaucoup, tu vois, à gérer. Et je pense que moi, si j'avais un emploi du temps plus chargé avec des enfants à gérer et tout ça, je pense que je mettrais des entraînements moins intenses, peut-être les répartir. Alors, je ferais peut-être une chose. Soit je mettrais un entraînement avec beaucoup de volume et j'en ferais un jour sur deux, tu vois, pour sauter un jour et étaler le volume sur la semaine comme ça. Ou soit je mettrais des petites séances plus courtes de 30-35 minutes, 40 minutes grand max. Bam, tu te dis, ok, tu te mets dans ton truc quand tu arrives à la salle. Tu le torches et t'as fini et ciao bye, tu vois. Et ça peut être deux façons de faire différentes, quoi. Ouais, je vois, mais ça me parle. Et j'ai beaucoup aimé la nuance que tu as fait entre la fatigue, genre démotivation, ça me fait chier d'aller à la salle, et la fatigue où vraiment le corps n'a plus cette capacité de s'entraîner. Et je pense que c'est intéressant de faire la différence. La fatigue du manque de motivation, il faut aller à la salle. Et ça risque de te mettre encore mieux, tu risques de te sentir encore mieux plus tard. Mais par contre, c'est vrai que la fatigue musculaire, la réelle fatigue physique, là, il faut faire attention de ne pas aller trop parce que ça peut être néfaste. Ouais. Moi, à ce niveau-là, on va dire, ce que j'aime bien donner à mes élèves comme conseil, par exemple, c'est on travaille toute la semaine, du lundi au vendredi, et on a souvent l'habitude de se dire je fous tout ce que j'ai à faire, je le fous pendant la semaine, et le week-end, j'en branle pas une. Et en fait, moi, je me dis,
vu que tu travailles beaucoup la semaine, peut-être qu'au lieu de prendre tes 2 jours de repos le week-end, tes 2 jours d'entraînement, tu les fais en fait pendant le week-end. Et comme ça te libère un petit peu plus de temps pendant la semaine. Parce que le week-end, c'est vrai que des fois, on a quand même un peu plus de temps. Donc moi, j'aime bien trouver cette option-là. Des fois, ça ne va pas convenir à tout le monde, c'est clair. Mais ça peut être une option sympa de faire ça. Et ensuite, quand on a un boulot physique, qu'on a peut-être des horaires irréguliers, clairement, il faut faire un travail sur le sommeil. C'est-à-dire que ça va vraiment être un des plus gros facteurs pour la progression et te permettre d'encaisser un boulot de malade, plus des entraînements de malade, et d'avoir la tête et le corps qui suit derrière. Et ça, pour moi, c'est vraiment le facteur sur lequel il faut travailler. Parce que si on enchaîne des nuits de 4 heures ou des nuits de 5 heures, et puis qu'ensuite on fait une journée de boulot de dingue, et après on va encore s'entraîner 2 heures à la salle, il y a des chances que ça s'accumule, la fatigue, elle s'accumule. Ouais. Et si on fait des belles nuits, on peut réussir à pas accumuler. Puis en fait, à chaque fois, on va dire à faire un reset à chaque nuit, si on peut dire comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Après, on peut parler un peu des outils, tu vois. On en parlait tout à l'heure pour bien récupérer la nuit. Par exemple, tu vois, moi, je prends de la mélatonine, donc qui est l'hormone un peu du sommeil, tu vois. Penser à avoir des chambres qui soient peu lumineuses, tu vois, couper tout ce qui est signaux lumineux. Peut-être éteindre ton téléphone aussi 1 heure avant de dormir. Les boules caisses, tu vois, peut-être les masques, comme on disait tout à l'heure, ça peut être des outils intéressants. Toi, tu conseillerais quoi en plus de ça? Moi, ce que j'ai utilisé parce que j'ai pas mal de problèmes de sommeil, ce que j'ai utilisé, j'ai vu en fait l'impact tellement puissant qu'il y a eu sur mon développement de la masse musculaire et aussi mon état général, on va dire mon esprit général, ma motivation dans la vie, le fait d'être beaucoup plus heureux, plus motivé, plus motivé en fait à juste vivre, quoi. D'un coup, on me dit, on va faire ça, ouais, je suis content, j'ai pas juste envie d'aller retrouver mon lit et puis dormir. Et moi, ce que j'ai utilisé, la mélatonine. Ce qui est intéressant avec la mélatonine, c'est que ça va te permettre de garder une heure de coucher plus ou moins similaire. Et on sait que au début, des fois, si on est un petit peu décalé, etc., ça peut nous donner un petit coup de main pour avoir le même timing de coucher et le même timing de lever. Parce que ça, c'est important d'avoir ce même timing de coucher et de lever. Ça nous permet en fait d'être fatigué au bon moment et d'être pas fatigué au moment où on va se réveiller. Et en fait, du coup, c'est beaucoup plus facile à se réveiller et c'est beaucoup plus facile à s'endormir. Et donc, le sommeil est de meilleure qualité. Donc ça, la mélatonine, c'est vraiment un outil qui est intéressant à prendre 30 minutes juste avant d'aller se coucher. C'est ça, ouais. Pour améliorer tout ça. Je sais pas ce qu'il y aurait. Moi, j'aime bien le petit côté routine, méditation un peu. Alors, pas besoin d'adorer la méditation, mais d'avoir un petit truc, je sais pas, lire son petit bouquin, tu lis 3 pages, tu mets juste une petite musique sympa, 5-10 minutes avant d'aller te coucher. D'avoir une petite routine apaisante où on sort le téléphone, on sort des réseaux sociaux et quitte à, je sais pas, si on a la chance ou pas la chance d'avoir une compagne comme ça, de juste se poser les deux puis discuter, mais pas de discuter de choses stressantes, mais juste discuter, comment ça c'est, de parler tranquillement, apaisé, voilà. Mais plutôt le côté, pas du stress du travail et de la journée, tu vois, plutôt des choses positives. Et se relâcher tranquillement, ça permet de se mettre dans l'ambiance du sommeil. Quoi. Donc ça, je pense que c'est des outils intéressants. Ouais, c'est ça. Ouais, la respiration, la méditation. Voilà. Moi, je sais que, peut-être il y en a qui connaissent Vipassana et Anapana, c'est 2 techniques de méditation. Moi, j'ai fait une retraite méditative au Canada qui a duré 15 jours. C'était très dur, tu vois, c'était Vipassana, ça s'appelle. Okay. Et ça dure vraiment 15 jours où tu es en silence complet, tu n'as pas le droit au téléphone, tu n'as pas le droit aux signaux, comme tu vois les cadres qui sont sur les murs, tu n'as pas le droit de lire, tu n'as rien le droit, tu ne peux pas parler aux gens qui sont avec toi. Et en fait, ça te coupe complet de la vie que tu as, où tout va vite, tu vois, où tu as les téléphones, tu regardes Instagram, tu te compares aux autres, tu te sens pas bien, tac, tac. Là, tu te concentres sur toi. Et en fait, tu arrives à un moment où, au bout de 3 jours, ton esprit il switch, tu sais. Et en fait, c'est très dur. Les 3 premiers jours, c'est horrible, tu vois. Mais par contre, ton esprit il switch au bout de 3 jours et il y a comme un lâcher-prise qui arrive et là, tu te sens trop bien. Après, tu as un gap au bout de 7 jours où c'est très dur. Mais en fait, tout ça pour dire, c'est que la méditation, c'est comme le sport, c'est quelque chose qui se pratique et que quand tu lâches, en fait, de revenir dans la méditation, c'est hyper dur. C'est-à-dire que c'est comme un muscle qui se bosse, tu vois. Et moi, je l'ai vu, tu vois, je pratique beaucoup moins qu'avant. Et en fait, tu vois, c'est au bout de 3 jours que tu avais les premiers effets. Et après, au bout de 6 ou 7 jours, tu avais des effets positifs. Et en fait, tu te rends compte qu'entre tout ça, tu as des étapes qui sont hyper dures à passer, tu vois. Et en fait, tu peux un peu décourager quand tu fais de la méditation. Mais c'est vrai que moi, par exemple, quand je méditais, je me rappelais de souvenirs de mon enfance
que je savais même pas que mon cerveau il avait enregistré. Ah ouais. Genre mec, la texture du ballon de football quand j'étais gamin, tu vois, genre des trucs de fou, la marque de mes rollers, genre avec le signe, le logo et tout, c'est des trucs de fou quoi. Le cerveau, c'est ça, tu vois. Mais en fait, c'est juste qu'il y a tellement de signaux extérieurs dans la vie de tous les jours qu'en fait, tu es attiré à chaque fois. Ah, tac, tac, tout le temps, il y a un truc qui t'attire, tu vois. Et c'est encore plus fou quand tu vis dans une ville ou quand tu es là avec les réseaux, c'est un truc de malade. Je ne sais pas comment ça va évoluer, tu vois, l'être humain, mais c'est juste qu'il est trop stimulé tout le temps. Et en fait, je pense que j'ai entendu un truc, les jeunes d'aujourd'hui qui sont stimulés tout le temps avec les téléphones, bah, en fait, ils s'ennuient dans la vraie vie. Parce qu'en fait, plus rien ne les fait kiffer. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas assez puissant ce qu'on est en Ouais, train de c'est vivre. ça. Ouais. Mais du coup, bah, c'est vrai que la méditation permet à retrouver ces sensations du corps que tu as plus, tu vois, genre des vibrations, des petites fourmis. Moi, j'allais pisser, je sentais le liquide qui passait dans les… Je te jure, c'est incroyable, tu vois, des trucs comme ça. Et tu t'imagines, tu vois, dans le passé, l'être humain, ce qu'il pouvait ressentir comme sensation et l'énergie qui peut passer entre les corps, c'est juste hyper intéressant pour ceux qui y croient un peu. Mais voilà, c'était juste une parenthèse, on parlait de l'entraînement, mais là, on a complètement dérapé. Mais ça revient sur le côté, je pense, positif de la méditation, que ça soit poussé à l'extrême comme tu l'as fait, ou alors des fois un petit peu plus, je sais pas si je parlerais de méditation, même si la méditation, on allait dormir, je pense que c'est super puissant. Mais de faire des petits exercices de respiration de 5 minutes, ça prend 5 minutes, mais juste de respirer, de bien expirer, inspirer, expirer. Et juste ça, ça peut juste apaiser un tout petit peu tout le stress et les stimuli qu'on est en train de vivre au quotidien, justement avec le patron qui te gueule dessus, 25 messages, des emails, la publicité à la télé, des sons qui viennent des voitures, etc. Et juste… Ça, je pense que ça peut juste 10 minutes, ça suffit en fait. Hein. C'est pas besoin de méditer des heures, quoi. Mais pour donner, on va dire, 3 conseils vraiment simples à mettre en place sur le sommeil pour vraiment l'améliorer, il y a déjà une première chose qui est toute conne, mais augmenter le temps de sommeil. C'est tout con, mais vraiment, on a beau se dire « Ouais, moi je suis un homme, mon gars, moi je peux dormir 4 heures de suite et tout. » Ouais, tu peux dormir 4 heures et être peut-être super bon, mais si tu en dors 8, tu seras 2 fois plus bon. Ça se dit pas ça. Tu seras 2 fois meilleur. En gros, tu seras une machine si tu dors 8 heures. Parce qu'avec 4 heures, si tu es une machine, avec 8 heures, tu seras un monstre. Et tu seras tout autant un homme. Et tu seras tout autant meilleur que les autres, tu vois. Ça fait pas de toi, on va dire, une femmelette, des fois, ce qu'on peut entendre dire, ou une victime, ou je ne sais quoi, parce que tu dors 8 heures et 9 heures dans la nuit. C'est donc, bêtement, le fait de dormir plus, ça va améliorer ta capacité de récupération et tu seras meilleur à l'entraînement. Et ensuite, ce que j'aime bien, il y a quand même beaucoup maintenant dans les boissons qu'on va consommer, des stimulants. On a des boosters pré-entraînement, c'est cool de boire un café, des monsters, etc. Et moi, je suis le premier à en consommer de manière assez excessive. Et j'ai vu, en faisant un travail sur stopper la caféine, qu'en fait, pour l'endormissement et la qualité d'endormissement, même si de nouveau, on s'en rend peut-être pas compte, ça change complètement du tout au tout alors, si ce n'est pas supprimer, en tout cas, 10 heures avant d'aller se coucher, de ne pas prendre de caféine, ça sera un super bon conseil. Et d'avoir une routine de sommeil. Ce seraient les 3 points que je mettrais qui sont vraiment puissants, je pense. Donc, ok, on cool. va un peu sur cette thématique. On va enchaîner sur d'autres questions. On va parler un peu d'un truc récurrent là, qu'on voit souvent quand on s'entraîne nous à la salle. Les gens qui arrivent et qui ne savent pas trop quoi faire. Tu vois, ils testent un peu toutes les machines. Moi, j'ai eu ça, des clients là, ou des clientes qui arrivent, qui testent un peu toutes les machines et puis qui sont un peu perdus au final. Et du coup, tu conseillerais quoi à ces gens-là? Ben, au lieu d'arriver à la salle perdue, c'est pas là où tu vas avoir les meilleures réflexions. Tu vas être dans le stress, il y a du monde. Si en plus tu n'es pas très habitué à la salle de sport, c'est pas là où tu vas faire les meilleures réflexions. Donc, je pense que ça serait intéressant peut-être en amont, travailler sur la structure de l'entraînement que tu vas faire en salle de sport. Et comme ça, tu as quelque chose de noté. Ça peut être intéressant. Après, c'est pas donné à tout le monde de savoir est-ce que si je veux faire les pectoraux, est-ce que les tractions, ça fonctionne pour faire les pectoraux. Pas tout le monde sait que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc ça peut être intéressant d'aller se rediriger vers un professionnel, tout simplement. Il y a des professionnels en salle de sport qui ont ces connaissances-là. Ça va dépendre dans quelle salle de sport, mais normalement, ils ont été formés pour. Et après, par exemple, toi qui coaches des personnes, tu vas leur faire une structure justement sur quel exercice faire. Comme ça, ils n'ont pas besoin de penser et de réfléchir et ça libère cette charge mentale. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves aussi. Par exemple, je travaille avec beaucoup de personnes qui ont justement des boulots et des métiers un peu chargés, avec on stresse, pas mal de temps, des enfants, etc. Pour éviter d'avoir encore une charge mentale de réfléchir à comment s'entraîner, c'est moi qui vais créer cet entraînement-là. Du coup, ils auront juste à regarder, tiens, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire.
Donc, on peut se concentrer sur ce qu'on fait, pas sur la structure. Et ça c'est pas mal. Mais ensuite, c'est un peu compliqué. Il y a tellement, on va dire, une variété énorme d'exercices. Ça va dépendre de l'objectif qu'on va vouloir avoir. Ça va dépendre peut-être des blessures, du passé, du niveau qu'on a aujourd'hui, que de donner une réponse fixe de tu dois faire ça, c'est pas possible. Parce que si tu fais 120 kg et tu as un objectif de perdre du poids, je vais peut-être pas te donner de la course. Alors qu'un marathonien qui a 10 ans d'expérience de course, peut-être que oui, je vais donner de la course comme premier exercice. Mais ça va dépendre de l'objectif. Ça dépend de la personne. Ouais. De la personne et de l'individu. Ouais. Donc, je sais pas toi ce que tu en penses à ce niveau-là. Après, moi je pense que pour quelqu'un qui veut un peu se débrouiller seul, tu vois, qui veut pas forcément prendre un coach au départ, alors je comprends parce que moi je l'ai eu fait au début, hein, mais en fait je pense qu'il faut rester simple, tu vois. Il faut pas mettre des trucs farfelus dans ton entraînement, essayer de rester simple. Et moi je parlerai toujours en pattern de mouvement, du pousser, du tirer, des jambes. Basta en fait, tu vois. Et genre déjà là, si tu as mis, par exemple on parlait du full body tout à l'heure, si tu as mis déjà une ou deux patterns de mouvement dans ton entraînement pour chaque partie du corps, tu vois, un poussé, un tiré et un jambe, tu mets 2 exercices à chaque fois là-dessus. Je pense que tu es déjà bon, tu ne te trompes pas beaucoup parce qu'en fait le potentiel d'évolution d'un débutant, sauf en cas de blessure ou de problème musculaire, et là, vaut mieux se rediriger vers quelqu'un, ça c'est clair et net, tu vois. Mais je pense que tu ne te trompes pas forcément au début, tu vois. Après, tu peux avoir des déficits qui se créent, tu peux vraiment vouloir optimiser ton entraînement à mort. Et là, c'est quand même, je dirais, tout le monde devrait prendre un coach, tu vois. Toi, comme moi, ça serait pareil. Mais je pense qu'au début, en faisant tes propres recherches, tu peux arriver à quand même arriver à faire quelque chose de bien, mais tout en te méfiant des exercices un peu farfelus que tu peux trouver sur Internet, quoi. Mais je vois peut-être un peu la nuance que tu voulais dire, et c'est peut-être ça que je n'avais pas compris dans la question. C'est vrai que toutes ces histoires sur Instagram où tu vas trouver le dernier exercice où tu fais un 360 avant d'arriver de faire ton tirage poulie, et puis ensuite tu as un tirage poulie derrière la tête. Franchement, reste basique. Tu veux travailler le dos, fais des tractions. Tu veux travailler les jambes, tu fais des squats. Tu veux travailler les pecs, tu fais du développé couché. Tu veux travailler les épaules, tu fais un développé militaire. On va dire, le basique fonctionne bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h des fois. Ça. Le basique, moi, ça fait 15 ans que je m'entraîne. On va dire que pour les pectoraux, le dos, les jambes, etc., je change un petit peu mes exercices, mais je tourne sur, je sais pas, globalement, en tout, peut-être une quinzaine d'exercices, vingtaine d'exercices grand maximum qui tournent. Puis des fois, j'ai une machine parce que je change de salle, donc cette machine, je l'aime mieux. Mais finalement, on est toujours sur les mêmes trucs. Il n'y a pas besoin d'aller chercher Après, trop de folie, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, je pense qu'il faut essayer aussi. Tu vois, il faut s'intéresser, mais il faut aussi essayer et d'essayer de ressentir aussi. Au début, c'est très dur. On en parlait tout à l'heure. De ressentir le dos, par exemple, moi, ça m'a mis 2 ans, tu vois, à ressentir vraiment les muscles du dos. Mais par contre, tu essayes, tu te dis, ok, tel exercice, c'est ce que je ressens, tu vois. Et en fait, c'est là où tu arrives à essayer de réfléchir et de te dire, ok, là, je sens où. Qu'est-ce que ça travaille, tu vois. Et c'est là où tu vas dire, ok, ça travaille ça, ok, je vais le mettre là pour essayer. Mais en gros, pour rester simple, moi, je fonctionnerai en pattern de mouvement et puis mettre toujours les exercices polyarticulaires en premier et l'isolation dans le découlement de l'entraînement, quoi. Si je peux revenir sur une petite chose où moi j'ai fait cette erreur-là et j'inviterais des fois, on a tendance à dire les débutants, tout fonctionne. Oui, c'est vrai. Mais en termes de coach sportif, là où je verrais plus un intérêt justement en tant que débutant, aller commencer directement avec un coach sportif, c'est que je pense que c'est plus intéressant sur 0 base de construire des bonnes bases. Ouais, c'est sûr. Et ensuite, quand on connaît un petit peu son corps, après d'expérimenter tout seul, quand on a envie d'expérimenter un peu tout seul. C'est ça. Mais je dirais que ça vaudrait la peine d'abord d'implémenter les choses bonnes. Et quand on sait et qu'on a l'habitude de son corps et qu'on est, on va dire, cohérent, qu'on a compris un peu certains principes, pourquoi pas aller après tâter le terrain un petit peu tout seul. Mais je pense qu'on a plus intérêt à faire ça en y gagnant plus en temps. Tu vas aussi tout de suite avoir des résultats très intéressants. Ça va être beaucoup plus motivant et on va dire le pourcentage de chances que tu continues à faire de la musculation pour t'améliorer la santé, tes performances, ton physique, etc. Je pense qu'il est plus puissant de cette manière-là que tu as fait 2 ans de salle, si tu as continué à faire 2 ans sans progresser. Ouais, c'est ça. Et ensuite, tu te retrouves avec une blessure parce que tu as fait un mouvement de merde. Et puis, tes mouvements, tu les fais pas bien, tu dois tout réapprendre. Tu vois. C'est ça,
Ouais, tu crées des déficits qui sont pas forcément bons. Ouais. Ouais. Non, c'est sûr que ouais, tu perds beaucoup moins de temps, c'est sûr, quand tu passes par un professionnel. Je pense à le faire de cette manière-là. Clair et net, tout à fait. Ouais. Donc voilà, prenez un coach, les gars. Lui ou moi? Non. Bon, on va enchaîner peut-être pour. Ah oui, tiens, on va parler de quelque chose là. Là, parce qu'on est en Colombie là tous les deux, et puis tout à l'heure on se regardait. Bon, moi je suis beaucoup plus sec que toi. Mais on se regardait dans la glace et on se disait purée, mais je suis une crevette. Alors on parlait du potentiel musculaire de certaines personnes, tu vois. Alors forcément, t'en as qui prennent des produits, d'autres non. Mais voilà, il y a quand même un potentiel génétique qui est différent d'une personne à une autre. Et c'est vrai que des fois, ça peut être frustrant pour n'importe qui. Tu vois, moi en premier, ça peut être frustrant de voir ton physique dans la glace et de te dire putain, ce mec là à côté, il en fait moins que moi et il prend 2 fois plus, tu vois. Et ça peut être quelque chose qui est décourageant, tu vois, surtout quand tu t'entraînes dans des environnements où tu as justement de la masse dans tous les sens du terme, tu vois. Et du coup, voilà, qu'est-ce que tu penses justement du potentiel musculaire que tu peux avoir une différence entre les individus? Est-ce que tu crois vraiment en ça? En fait, moi, pour répondre à cette question, je vais être assez basique et je pense que ça va être ça va être parlant pour tout le monde. On a des personnes qui font 1m50, des hommes qui font 1m50, et on en a qui font 2m10. Les deux, c'est des humains. Les deux, ils ont peut-être 30 ans et ils font cette taille-là. Et là, je pense que la réponse, elle est claire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés et qui vont faire 1m50, ils ne pourront jamais faire plus. C'est pas possible naturellement avec leur génétique. Et ceux qui ont fait 2m10, ils n'auraient pas pu être plus petits et ils font cette taille-là. Et ça, c'est des choses qui sont inchangeables. Donc, tu veux faire basketteur, tu fais 1m50, c'est quasi mort. Tu peux être super bon techniquement, il y a de fortes chances, je ne suis pas un pro du basket, mais il y a de fortes chances que tu puisses jamais aller en NBA parce que tu fais un 50. Il y en a peut-être, hein, vous me direz en commentaire s'il y en a qui sont pro NBA qui font 1m50, mais je ne suis pas sûr. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est génétique. Et dans le bodybuilding, ou en tout cas dans la musculation, le développement de la masse musculaire, clairement, c'est quelque chose, des fois ça fait mal un peu au cœur, où tu vois le gars, il bouffe un hamburger tous les jours, il s'entraîne, mais n'importe comment, il fait de la merde, et il a un physique 2 fois mieux que toi, oui, ça fait partie de la génétique. Après, faut pas utiliser ça pour tout le monde. Comme excuse. Voilà. Moi, le premier, je fais de la merde, tu dis ouais, lui il est meilleur, mais parce qu'il a une génétique. Non, faut arrêter au bout d'un moment. Tu fais de la merde, il faut se regarder en face et il faut se dire voilà, je fais de la merde moi, j'améliore moi. Et même si lui, il a peut-être une super bonne génétique, il n'a pas besoin de faire ça, si toi tu as besoin, fais-le. Et fais attention à ta nourriture, fais attention à ton sommeil, fais attention à ta récup, à tes entraînements, etc. Parce que voilà, t'as peut-être né avec une génétique de merde, mais si tu vas devoir faire peut-être 2 fois plus de travail pour avoir le même résultat. Je sais pas toi ce que t'en penses à ce niveau-là. Après, c'est vrai que quand tu vois, comme on regardait certaines populations, tu vois, c'est vrai que les mecs ils poussent peu et puis ils vont développer une masse énorme. Mais je suis d'avis aussi de dire ok. Comment tu t'entraînes aussi? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie et où tu vas et comment tu te pousses en fait dans ton entraînement, tu vois? Et moi, je vois beaucoup de gens aussi qui se poussent pas assez, tu vois? Ouais. À l'inverse de se dire ok, lui c'est un Golgoth et tout, mais mec, si tu vas pas vers l'échec musculaire, en fait, tu vas pas forcément développer de la masse, tu vois? Et moi, j'en vois énormément de gens qui vont à la salle en mode touriste et qui pensent s'entraîner, tu vois, qui pensent vraiment s'entraîner et qui après se disent ah ouais mais toi tu as une génétique qui est mieux que la mienne. Non mais mec, en fait c'est juste que mes reps je les su jusqu'au bout, tu vois, c'est-à-dire que j'arrête ma série, je vais tomber dans les pommes, tu vois. Donc je pense qu'il y a des génétiques, il y en a clairement qui sont au-dessus d'autres, ça dépend, comme tu dis, il y a des basketteurs, ils vont faire 2 mètres et puis tout être effilé puis pouvoir sauter à 3 mètres pour faire un smash ou je sais pas comment on dit, un dunk là, et puis toi tu vas être beaucoup plus petit, forcément tu vas pas sauter à la même hauteur, tu vois, mais ouais, c'est chacun a ses facultés, a ses possibilités d'évoluer. Mais par contre, je pense que tu peux quand même avoir un physique énorme en utilisant les bons outils, en t'entraînant correctement, en ayant une bonne diète et tout. Et en fait,
tu auras un max, tu vois, que tu pourras atteindre dans ta vie. Ouais. Mais par contre, bah, tu auras quand même un truc de fou, quoi. Après, il faut souligner aussi que tu n'es jamais satisfait. Et ça, c'est toujours le même problème, quoi. Donc voilà, mais ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est intéressant finalement, en fait, au lieu d'aller chercher lui il a une meilleure génétique ou moi j'ai une meilleure génétique, c'est en fait se dire bon, moi j'ai ma génétique et je vais aller me pousser au max. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être améliorer mon alimentation, améliorer mon entraînement. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de mieux dans mon entraînement, dans mon mode de vie pour avoir des meilleurs progrès? Et on sera jamais peut-être comme le Golgot avec la génétique de malade. Et voilà, et ça, faut juste pas se comparer à ces personnes-là. Mais comme tu l'as dit, faut se développer. Oui. Après, on va pas se mentir, la génétique, c'est clair que elle a un impact. Selon on va dire les gènes que tu as et puis ton passé, on va dire, de tes parents, etc. C'est tout simple, mais sur les couleurs de peau, il y a une couleur de peau, une différence. Et ça, tu le veuilles ou non, la différence, elle est là. Il n'y a pas de bien ou de mal, mais la différence, elle est là. Et ça, tu peux pas le changer. Ouais. Tu peux pas le changer. Ouais. Michael Jackson l'a fait un petit peu, mais je veux dire, c'est un peu... je veux dire, ça, tu peux pas le changer. Et donc, il y a des choses, c'est vrai, qui sont faites de par qui on est avec les parents qu'on a, nos antécédents génétiques. Ouais. Mais, comme tu l'as dit, il ne faut pas se reposer là-dessus. Il faut tout faire pour aller chercher le maximum, quoi. Ouais. Et au pire, tu auras le maximum de ce que tu peux être toi. Et dans tous les cas, tu seras heureux si tu fais ton maximum. Ok. Bon, je crois qu'on a traité déjà pas mal de questions là. On est bien, non? on va laisser le. Ah ouais, ça pète des pétards là. Ils sont. C'est les feux d'artifice ici. Ils font un peu la fête quand n'importe quand. On a dû voir mes yeux effrayés. Il y a un meurtre. Moi, j'ai l'habitude. C'est tous les soirs. Donc voilà, mais on essaiera de traiter les autres sujets dans une prochaine vidéo. J'espère que ce format, en tout cas, il vous plaît. Mettez un like en dessous. Et puis, si jamais, on mettra les Instagram aussi en dessous de la vidéo si vous voulez nous retrouver sur Instagram et puis avoir encore plus de contenu. Yes. Donc voilà. Si vous avez des questions justement sur ces thématiques-là, on avait noté les questions qui nous sont venues après la dernière vidéo sur les thématiques. Mettez en commentaire les questions, que ce soit alimentation, entraînement, mode de vie. On se fera un plaisir d'essayer de trouver celles qui ont eu le plus de likes et qui sont le plus intéressantes. Et comme ça, après, faire un petit résumé de tout ça et puis de faire des vidéos avec une certaine thématique en fonction des questions qui nous sont posées pour vous amener encore plus d'outils pour progresser et puis arrêter de parler de la génétique pour exploser et puis être la meilleure version de vous-même parce que c'est ça finalement l'objectif, quoi. Ouais. Donc j'espère que vous avez kiffé. Cool. Et, Nickel. Hein. Voilà. Allez, restez motivés. On enchaîne pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.